Alors tout d'abord, laissez-moi vous remercier d'avoir été aussi nombreux à regarder la première partie de ce JT. Vous êtes plus de 1000 à l'heure où on se parle à avoir regardé la fin du CNC en quelques jours seulement. Donc encore une fois, merci. Alors après avoir expliqué pourquoi les jours du CNC étaient comptés et que eh bien c'était la licence professionnelle qui avait été actée par l'administration, on va revenir sur les termes du débat tel qu'il a été posé, à savoir licence ou master. On va rappeler les positions des différents acteurs de la PJM, quels sont les arguments des uns et des autres. Eh bien, c'est tout de suite après le générique. Tú llegaste, te adentraste en mi ser, dibujaste una rosa en mi piel, navegaste. Alors, en préambule, sachez que pour préparer ce JT, je me suis appuyé sur les différents articles de presse publiés sur ce sujet, sur la communication des différents acteurs de la PJM, mais également sur ce que j'ai pu voir au colloque de l'AFECT qui s'est déroulé le 1er octobre dernier à Arcachon. Vous savez, j'ai insisté sur la page Facebook sur cet événement. Alors pour deux raisons. La première, c'est que on m'avait fait l'honneur de m'y convier, et puis la seconde, le thème, l'avenir de la profession de MJPM. Et c'est vrai que en une journée, vous pouviez vous rendre compte par vous-même de tout ce qui se passait aujourd'hui dans les coulisses de la PJM, puisque tous les interlocuteurs étaient réunis au même endroit. Donc vraiment, si vous n'avez pas pu être présent, moi je vous invite à consulter le replay. Alors c'est vrai qu'il a un coût, ce replay, mais ça peut être considéré comme de la formation professionnelle, me semble-t-il, donc avec prise en charge possible. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. Pour ma part, je vous mettrai tous les liens, comme d'habitude, dans le descriptif de la vidéo. Alors, dans ceux qui défendent aujourd'hui la licence professionnelle, il y a tout d'abord la DGCS. Alors, pourquoi ? Parce que déjà, elle porte ce projet de réforme à l'issue du groupe de travail interministériel. Mais quels sont ses arguments ? Puisque, le débat, il a clairement été posé entre deux options. Licence ou master. Alors, comment défendre la licence pro ? Difficile, C'est difficile puisque ça paraît compliqué d'expliquer aux gens qu'il est dans l'intérêt des personnes protégées que les personnes qui soient en charge des mesures soient plutôt titulaires d'un bac plus 3 que d'un bac plus 4 ou bac plus 5. Néanmoins, quels sont les arguments qu'elle avance, la DGCS ? Déjà, elle nous dit c'est acté. Très bien. Première, je sais pas si c'est un argument, mais voilà. Et puis, second argument, en tout cas, c'est comme ça que c'est expliqué dans la pétition de Laurence Gatti, la réforme serait présentée comme ayant fait consensus. Alors je ne sais pas à quelle définition se rattache la DGCS pour le mot consensus. Est-ce que c'est le mot qui veut dire qu'en gros, oui, il y a consensus à partir du moment où on gomme les personnes qui se sont abstenues ou les personnes qui se sont opposées, ou est-ce qu'on parle de consensus dans le sens opinion majoritaire ? Ça pose question parce que en réalité ils sont deux à défendre la licence pro, la DGCS et la FNAT, donc c'est difficile quand même d'évoquer un consensus si on est sérieux. Je veux dire, la réalité ne reflète pas vraiment le consensus. Moi je peux décider en me réunissant avec moi-même demain qu'il y a consensus sur le fait que j'ai rendez-vous avec Scarlett Johansson ce week-end. Je suis pas sûr que la réalité fasse qu'elle soit présente. Donc faut se méfier un petit peu des éléments de langage comme ça qui sont affirmés avec vigueur, parce que ils sont pas toujours conformes à la réalité. Néanmoins, voilà ce que ce que présente la DGCS en termes d'argumentation. Du côté de la FNAT. Alors la FNAT défend dans la presse la licence professionnelle. Vous savez, alors je vais mettre de côté les questions liées à la représentativité de la FNAT.
on fera un podcast un jour sur la représentativité de la profession, parce que effectivement il y a un gros sujet, il y a un gros malaise au niveau de cela, et c'était clairement visible, comme je vous le disais, au colloque d'Arcachon. Mais bon, les arguments de la FNAT aujourd'hui. Bon, déjà, sur tous les sujets, aujourd'hui, il faut bien comprendre que la FNAT, sa pierre angulaire, c'est le pouvoir hiérarchique. Hein, vous dites ordre professionnel de MJPM, la FNAT va s'opposer parce que il y a un pouvoir disciplinaire dans les services MJPM de la hiérarchie. Vous parlez d'auxiliaire de justice, eh bien la FNAT veut minimiser cette définition parce que ça poserait problème pour les pouvoirs hiérarchiques. Voilà. Donc, là encore, la FNAT, enfin en tout cas Adil Chanson, au colloque d'Arcachon, mettait en avant qu'au sein des services MJPM, il y avait des hiérarchies qui devaient répondre à la réglementation pour les directions de SMS en termes de niveau de formation, et que les hiérarchies étaient toujours là de toute façon pour contrôler, et qu'elles étaient titulaires d'un niveau Bac+5, hein, c'est ce qui découle du décret de 2007. Je précise quand même, en tout cas je rappelle que les directions aujourd'hui des services MJPM ne sont pas soumises à une obligation de formation à la PJM, ni même l'encadrement. Donc pour moi, cet argument, il est pas terrible. Et là, depuis l'émergence de la pétition, on voit dans la presse un autre argument qui est avancé par la FNAT, qui consiste à dire que finalement le master, eh bien, ça exclurait les travailleurs sociaux de la profession. Alors là, c'est vrai que c'est un petit peu du domaine de la tactique politicienne, ça. Voilà, ça ressemble beaucoup à diviser pour mieux régner, en capitalisant sur une opposition qui existe dans la profession, mais qui est quand même minoritaire, parce que oui, c'est vrai, aujourd'hui, il y a des gens dans la profession qui, pour tous les débats, vraiment n'importe lequel, vont venir avec une volonté d'opposer les travailleurs sociaux et les juristes. Vous savez que c'est les deux profils les plus répandus aujourd'hui dans le métier, et il y en a, peu importe le sujet que vous allez aborder, ils vont vous mettre ça dans la figure. Bon, je le vois sur la page, j'ai repéré, il y a quelques profils, c'est radical. Pour tous les sujets, ils viennent, ils opposent les travailleurs sociaux et les juristes. C'est vrai que c'est difficilement compréhensible. Alors ils sont minoritaires, à mon sens. En tout cas, si je me réfère à l'auditoire de la page Facebook du MJPM dans nos droits, clairement, ces personnes-là sont minoritaires aujourd'hui, mais elles existent. Et bon, quelque part, la FNAT capitalise un petit peu dessus, et ça me semble surtout erroné. Alors la première chose, c'est déjà, c'est poser le problème à l'envers. On ne pose pas la question du niveau de formation d'une profession en fonction des éventuels effectifs qui la composeraient aujourd'hui. Non, on doit poser ce problème-là en fonction des besoins des personnes protégées et également des compétences nécessaires à l'exercice des mesures de protection et aux responsabilités qu'on endosse sur le terrain. Ça me semble être le préalable à ce débat. Mais en plus, ça me semble erroné, parce que je ne vois pas en quoi les travailleurs sociaux seraient exclus par la création d'un master pour être MJPM. Prenons les formations des travailleurs sociaux qui aujourd'hui composent les rangs dans les MJPM. Vous avez beaucoup de CESF. Bon, aujourd'hui, pour prétendre au titre de CESF, c'est un Bac+3. C'est-à-dire, oui, il y a le BTS, mais derrière, il y a une année d'études supplémentaires pour obtenir le diplôme CESF. Et ce diplôme, il est au niveau Bac+3. Les éducateurs spécialisés. Les éducateurs spécialisés, aujourd'hui, c'est une licence. Donc, niveau Bac+3. Les assistantes sociales, on n'en parle pas. Les assistantes sociales, elles sont Bac+3 depuis belle lurette. Donc, je ne vois pas en quoi ces profils-là n'auraient pas accès à un master dans la PJM. Voilà. Donc, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des gens qui s'arrêtent dans ces filières-là au niveau Bac+2, qui vont pas accomplir la dernière étape de leur cursus.
Mais ça, voilà, l'idée c'est d'élever le niveau de formation des uns et des autres, et ils auront cette possibilité-là, et ils ne seront pas exclus après en master. Je ne vois pas comment on pourrait les exclure. Alors du côté des juristes, c'est vrai qu'il y a moins de personnes depuis quelques années qui se sont arrêtées au niveau Bac+2. La raison en est très simple. Les juristes viennent des facultés, et les facultés sont passées depuis plus d'une dizaine d'années maintenant au dispositif LMD. Le DUG a été supprimé, si bien que personne, en fait, aujourd'hui s'arrête sérieusement au niveau Bac+2. Les gens poussent à la licence. Mais c'est pas pour cela que les travailleurs sociaux seraient exclus. Vous voyez, donc ils auraient tout intérêt et le même accès que les autres au master. Donc voilà pour les arguments de la FNAT. Vous avez compris que moi je ne les partage pas. Maintenant on va voir ceux qui sont plutôt hostiles à la licence pro et qui affirment même pour la plupart être clairement en faveur du master. Alors, dans ceux qui ne sont franchement pas emballés par la licence pro, on peut déjà évoquer l'UNAF. Alors, l'UNAF est restée, me semble-t-il, assez silencieuse dans sa communication publique sur le sujet. Néanmoins, Valérie Beaune, qui était présente au colloque d'Arcachon et qui est responsable du pôle protection judiciaire de l'UNAF. Je rappelle que l'UNAF, c'est, je crois, plus de 40% des services MJPM en France. Eh bien, Valérie Beaune exprimait clairement la perplexité de sa fédération quant à ce choix de la licence pro. Elle indiquait ne pas voir véritablement en quoi ça allait améliorer l'attractivité de la profession, ce choix de la licence pro. Ensuite, il y a évidemment toutes les fédérations de MJPM de terrain qui, pour l'ensemble d'entre elles, se sont quasiment exprimées en faveur du master. Et là, évidemment, on peut évoquer les fédérations de MJPM individuelles, que ce soit la FNMJ, que ce soit la CNMJPM, et aussi l'ANDP, me semble-t-il, feu l'ANDP, fédération qui représentait les délégués des services MJPM, bref, des fédérations qui, encore une fois, sont composées d'adhérents qui sont titulaires du CNC et qui exercent au quotidien des tutelles ou des curatelles. Voilà, et dont les représentants de ces fédérations sont dans le même cas de figure. Je le rappelle à chaque fois. Donc, dans les arguments avancés par les uns et les autres, les arguments en faveur du Master 2, ils sont très simples. Pour eux, ça correspond davantage au niveau de compétences nécessaires à l'exercice des mandats judiciaires et au niveau de responsabilité qui sont endossés dans l'exercice des mesures de protection. Ça correspond aussi à l'autonomie nécessaire pour exercer une mesure de protection, et dans les critiques en faveur de la licence pro, on retrouve aussi l'idée que la licence pro, quelque part, serait une sorte de statu quo. Là, c'est vrai que c'est difficile de voir les choses autrement, puisque aujourd'hui, je vous rappelle que le CNC, il est accessible à partir de Bac+2, et que ce CNC, même s'il ne vaut rien, il ne vaut rien parce qu'il est inscrit nulle part sur le RNCP, c'est ce que j'expliquais dans la première partie, mais néanmoins, il est quand même constitué de 300 heures de cours et 350 heures de stage. Encore une fois, accessible à partir de Bac+2. Donc, quelque part, le Bac+3, dans les faits, il existe déjà. Et je ne vois pas très bien, quelle va être la plus-value d'une licence pro par rapport à ce qui existe déjà. Je veux dire, en termes de volume horaire, l'apport de la licence pro va être anecdotique. On aura peut-être 2 semaines de plus de stage et quelques dizaines d'heures de formation en plus. Voilà, pas de quoi fouetter un chat pour combler les manques qu'on évoquait dans la première partie. Donc quelque part, le niveau Bac+3, il est déjà là dans les faits, et il y a même certains MJPM qui, même la plupart, sont déjà à Bac+3 en réalité. Bac+3, Bac+4 et Bac+5. Il y a des MJPM aujourd'hui qui sont bien plus proches du Bac+6 que du Bac+3. Parce que clairement, vous voulez être MJPM aujourd'hui, alors contrairement aux directeurs de service MJPM, vous voulez être MJPM, même si vous êtes doté d'un Master 2, il vous faut passer le CNC. Donc voilà. Donc voilà, on voit pas très bien en quoi effectivement ça va apporter une plus-value au niveau de formation de la profession. Et en termes de revalorisation salariale, je vous rappelle que la grille salariale la plus répandue dans les services MJPM, c'est la grille des éducateurs spécialisés,
grille de 66 où les MJPM ne sont pas cités, mais enfin tous les métiers qui sont cités dans la convention sur cette grille-là sont des métiers de niveau Bac+3. Donc on a déjà une reconnaissance implicite du niveau Bac+3. Donc voilà, et pour les majors protégés, c'est vrai que je ne vois pas quelle sera la plus-value de cette licence. Un autre argument, et là qui a avancé par un autre corps de métier qui se montre clairement favorable au master, ce sont les universitaires. Les universitaires, les spécialistes par nature de la formation et des enseignements. Les universitaires se sont montrés plutôt favorables au master. Je crois que Gilles Raoul Cormeille avait écrit un papier sur ce point-là à la FNMJ pour défendre le master, sauf erreur de ma part, mais il me semble que il avait écrit sur ce sujet. Nathalie Peterka avait envoyé une argumentation en faveur du master au groupe de travail interministériel, et Laurence Gatti, elle a rédigé une pétition que vous connaissez tous. Les universitaires sont clairement en faveur du Master 2, et eux, ce qu'ils mettent en avant, c'est l'aspect que la licence pro, pour ceux qui auraient une formation initiale uniquement constituée de cette licence pro, cette licence pro risque d'être un obstacle pour évoluer ultérieurement. Certains parlent de voie de garage. Là, je vous renvoie à tout ce qu'expliquent les universitaires sur les sélections aujourd'hui opérées dans les facultés, notamment sur les masters. Effectivement, très peu de chances pour une licence pro d'accéder à un master. C'est en tout cas ce qui est avancé par les universitaires. Un autre argument, mais qui moi m'interpelle, c'est la possible régression même que pourrait provoquer cette licence professionnelle sur le niveau de formation de la profession. Puisque certains évoquent l'idée que les masters pourraient désormais fuir cette profession, parce que oui, là où il n'y avait peut-être pas de réticence pour aller, après avoir été titulaire d'un master, d'aller en centre de formation pour passer le CNC, il risque d'y avoir un obstacle psychologique demain, puisque vous allez dire à ces gens-là, il faut retourner à la fac, mais à un niveau à 2 étages inférieur à celui que tu avais quand tu l'as quitté, la faculté. Voilà, donc certains mettent en avant ce problème-là, et c'est vrai que c'est un argument, moi, qui me parle. Voilà pour tout ce qu'on pouvait dire sur les différentes positions des uns et des autres. Sur les derniers arguments là que je viens de citer, vous les retrouvez grosso modo dans la pétition de Laurence Gatti, pétition émise le 30 octobre dernier, qui regroupe actuellement plus de 2500 signatures. Bon, comme quoi le consensus évoqué par certains n'est pas au rendez-vous. Elle est à disposition encore, la pétition. N'hésitez pas à la signer si vous voulez vous prononcer en faveur du Master 2. À l'heure actuelle, il est impossible de dire si cette pétition va avoir un impact. Très clairement, les réunions actuellement en cours avec la DGCS, parce qu'il y a des réunions qui ont déjà commencé, elles portent sur la mise en œuvre de la licence. Et visiblement, de ce que je peux lire ici ou là, pour le moment, la pétition n'a pas fait bouger les lignes. Vous pouvez la signer, elle est toujours disponible, donc vous pouvez la signer. J'en profite pour dire à ceux qui voudraient encore une fois opposer les travailleurs sociaux et les juristes, je vous rappelle que le MJPM, jusqu'à preuve du contraire, est aujourd'hui auxiliaire de justice, et que pour être un MJPM plein et entier, il vous faut être en capacité de manipuler les compétences des travailleurs sociaux et également des compétences de juristes. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux pour être MJPM. Voilà, petite précision. Pour ma part, je vais vous retrouver dans une troisième partie où j'affirmerai encore un peu plus quel est l'avis du MJPM dans le droit sur cette question. Vous l'avez plus ou moins compris avec ce JT, mais j'essaierai d'aller plus loin dans une troisième partie. Voilà, n'hésitez pas à commenter, vous savez que j'adore lire vos commentaires, à liker, et si vous voulez soutenir le MJPM dans le droit, abonnez-vous. Je vous dis à très vite. You breathing in and out of my